Vocalité et expressivité par Daniel Cohen-Lévinas et Jean-Yves Bosseur. Woman love, hey, 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 woman love, hey, 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 woman love, hey, 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 woman love. Dans notre culture occidentale, largement dominée jusqu'à aujourd'hui par l'écrit, le texte passe le plus souvent par le livre, qui invite à une écoute intériorisée. Pourtant, depuis le début du siècle, à travers des mouvements comme le futurisme ou encore le dadaïsme, on constate que l'écrit cède de plus en plus souvent la place à de nouvelles formes d'oralité. Et dans ce cas, le travail sur la voix devient bien sûr primordial. Les frontières entre la musique et la poésie se retrouvent du même coup remises en cause, et des passages entre l'un et l'autre domaine se chargent de conséquences qui peuvent être tout à fait riches de promesses. Bien sûr, de tels échanges ne sont pas opérés sans certaine méfiance. Le lettrisme, la poésie sonore, la musique contemporaine tiennent à la spécificité de leur technique, même s'ils ont tous pour dénominateur commun cet instrument fondateur qu'est la voix. Et nous aborderons notamment cette question avec François Le Tailleur, qui a consacré plusieurs ouvrages et articles au mouvement lettriste. Alors le sujet de cette dernière émission sort un peu des sentiers battus. On pourrait d'ailleurs naïvement penser qu'a priori, poésie sonore et musique ne sont pas très éloignées et relèvent d'une démarche un petit peu commune. En définitive, il n'en est rien, et moi qui suis beaucoup plus béotienne que vous, Jean-Yves, en matière de poésie sonore, il y a une question qui me semble particulièrement éloquente lorsqu'on observe le mouvement historique qu'a représenté par exemple le lettrisme. Autant ce dernier s'est constitué autour de personnalités qui ont réfuté les codes et conventions, disons, traditionnelles de l'écriture poétique, tout en interrogeant les modalités possibles des notations, en privilégiant surtout et en mettant en scène leur propre vocalité, et de l'autre des musiciens, des compositeurs qui ne sont pas lettristes, mais qui en revanche furent marqués par les comportements lettristes. Ils ont quant à eux développé les inventions et les intuitions lettristes, de sorte qu'on peut peut-être en déduire, mais ce n'est pas sûr, et ma question est certainement hâtive, que cet art qui a tant revendiqué l'élaboration de nouvelles notations aura trouvé malgré tout une forme de pérennité dans des domaines auxquels il ne pensait pas forcément. Amics Peyrols malamen, vous anats de milunian, et plus emini enchan, nun vostre intentios, digats puis que valrets vos. Amor, tam vous ai servi, et ils pejats nous en pren, et vous savez qu'en petit, n'aya vu des chausimen, nous ucciai zu denien, so qu'em façat serenan, uno pats cals nos deman, que nuls autres gazardus, nun em pode ser tan vos. Peyrols medets en oblit, labuno domno valen, que tangent vos accueillit, et tan amorosament, tot per mon commandament, trop avec seu cher talent, et nous sera dissemblant. Quant amors trobit partit de Peyrols. Là, nous sommes très très loin de la poésie sonore, apparemment, avec cette chanson de troubadour. Et pourtant, le médiéviste Paul Zumthor fait notamment remonter pour lui l'origine du mouvement de la poésie sonore à cet art médiéval. Pour lui, il y a dans cette manière, à travers la voix, de porter la poésie, quelque chose qui se rapproche de ce que l'on essaye de faire, de ce que certains poètes sonores essayent de faire aujourd'hui. Il n'y a pas là d'antinomie. Ce qui est intéressant aussi dans le phénomène des troubadours, c'est l'étymologie même du mot, puisque dans troubadour, il y a trobar. Trobar, ça veut dire trouver, mais c'est aussi lié au mot trop,
Alors vous savez, le trope, c'était cette sorte d'excroissance à partir de la monodie grégorienne, une manière de s'émanciper de la stricte soumission au texte liturgique, donc de donner à la voix son plein droit, son pleine existence. Et c'est ce qu'on va trouver, par exemple, dans certains chants religieux. On a parlé des Alléluia l'autre jour, mais par exemple, ça peut être aussi vrai pour les kyriés, qui est une sorte de floraison vocale à partir finalement d'un nombre de syllabes très minimal. Je vous proposerai à cet égard d'écouter le kyrié traditionnel qui vient de Corse et qui a été retrouvé par rapport à un manuscrit franciscain du XVIIe siècle. Nous allons parler d'un autre kyrié, François Le Tailleur, qui est beaucoup moins traditionnel, celui-là, qui fait partie de la messe de Liverpool de Pierre-Henry. Parce que là, il y a un phénomène intéressant, c'est qu'il y a une forme de collaboration. On verra que ces collaborations sont quelquefois houleuses, mais il y a une collaboration entre Pierre-Henry et un artiste à la fois lettriste, poète sonore ou plasticien, vous nous le direz, qui est Jacques Spacagna. Alors Jacques Spacagna a réalisé pour Pierre-Henry, à la demande en fait de François Dufresne, qui avait eu initialement la commande, la partie vocale de cette messe inaugurale. S'il s'agit d'une collaboration, d'une superposition entre une partie vocale, les phonèmes de Jacques Spacagna, et la partie musicale, qui est celle de Pierre-Henry. C'est une des collaborations possibles. En fait, elle est peut-être la moins fréquente à l'intérieur du lettrisme, qui a utilisé essentiellement la voix et qui a réalisé ses propres œuvres sans l'intervention d'autres ou de très peu d'autres musiciens. Et pourtant, Pierre-Henry a quand même collaboré plusieurs fois avec des artistes lettristes ou poètes sonores, ce qui est assez exceptionnel, puisqu'avec François Dufresne, il a notamment réalisé Granulométrie, ou plutôt il a pris un cri-rythme, on va en parler tout à l'heure, de François Dufresne pour réaliser Granulométrie, et également les fragments pour Artaud, François Dufresne y participe. Voilà, là c'est un des rapports qui sont créés entre François Dufresne et Pierre-Henry, qui sont des rapports d'amitié, qui sont aussi des rapports artistiques, mais qui relèvent du moment où François Dufresne avait quitté le lettrisme et se trouvait plus englobé à l'intérieur de ce qu'on appelle en France la poésie sonore, dans lequel l'intervention des machines est une intervention qui a une grande importance.
alors qu'à l'intérieur du lettrisme, et en tout cas spécifiquement au début, l'intervention des machines et l'intervention des instruments est complètement rejetée. Siskri, son, ri, stakri, leison, kir, ki, rir, ikr, sonel, kri, leisonel, kelison, Leison, son, Il est clair que le domaine de la voix en deçà du phénomène chanté est quelque chose qui va très vivement intéresser les artistes, qu'ils soient plasticiens, qu'ils soient poètes, dès le début du siècle, pendant les premières décennies du siècle en tout cas. Et là, on va avoir, par exemple, à travers les mouvements des futuristes et puis aussi des dadaïstes, des phénomènes qui vont être très très stimulants pour les générations à venir. Un des grands antécédents de ce phénomène, c'est Schwitters avec sa Ursonate, c'est-à-dire une sonate, il appelait en Urlauten, c'est-à-dire en vocables, en phonèmes fondamentaux. Et là, bien sûr, c'est une langue complètement inventée de la part de Schwitters. Il s'agit d'une partition, en fait, qui a été publiée pour la première fois en 1923. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que Schwitters lui-même, qui s'est basé pour cette sonate sur Hausmann, sur Raoul Haussmann, là, si on peut dire vocalisé, prononcé, etc., mais qu'on peut imaginer toutes sortes d'autres versions, et c'est ce qui différencie ce projet de Schwitters d'autres phénomènes de poésie sonore qu'on envisagera plus tard, où c'est toujours nécessairement le poète sonore lui-même qui transmet son œuvre. Là, c'est vraiment une partition vocale, sauf que ce n'est pas une partition avec des voix chantée avec des hauteurs fixées, mais c'est une partition qui indique des intensités, qui indique des types de timbres vocales. Et là, je vous proposerai non pas la version de Schwitters, que l'on connaît maintenant très très bien, mais une version de quelqu'un qui est une sorte de nouveau type de vocaliste. Enfin, il n'est ni chanteur ni acteur. Il s'appelle Jaap Blank, c'est un Hollandais qui a fait plusieurs enregistrements de poésie sonore, de Hugo Ball, de Hausmann, de Schwitters, et aussi de ses propres œuvres. Donc c'est une nouvelle catégorie, si vous voulez, de voix qu'il essaye de travailler à travers cela. C'est d'ailleurs un enregistrement qui apparemment n'a pas tellement convaincu les successeurs de Schwitters, qui ont trouvé que c'était trop musical, trop travaillé du point de vue vocal. Je vous en laisse juge. Fums bavatet u pagif qui Dedassen I piftil til Juka Rinskete baby in skarmu, die want ze die rinskarmu, raket de baby. Ticket
the baby, rinsk the baby, racket the baby, ticket the baby, and rinsk the baby, and racket the baby, and ticket the baby, and rinsk the baby, and racket the baby, and ticket the baby, and rinsk the baby, and racket the baby, and ticket the baby, and rinsk the baby, and racket the baby, and ticket the baby, and and rinsk the baby, and and racket the baby, and ticket the baby, and rinsk the baby, and rinsk racket the baby, and rinsk racket the baby. Rumpftilfto. Die wens die wens kermu die wens die rinsk kermu racket the baby, racket the baby. Fums bavet u pagif qui dedassen i 50 til Ah, bien sûr, les nouveaux moyens de reproduction du son, les nouveaux médias vont être très déterminants pour ces nouvelles recherches. Le disque va apporter un élan considérable à ces tentatives, et puis la radio aussi. Alors là, il y a aussi un des grands événements qui va être déterminant pour certains poètes ou certains musiciens, ça va être cette fameuse enregistrement d'Antonin Artaud, pour en finir avec le jugement de Dieu, qui date de 1947, enfin qui aurait dû être diffusée en 48, mais qui en fait a été interdite, parce que c'est vrai que c'est une œuvre d'une violence extraordinaire. Et je crois, François, qu'il y a eu des retentissements de la part de certains poètes. Alors, Jean-Louis Brault, qui est un des tout premiers poètes lettristes, il fait partie du lettrisme en 49, Jean-Louis Brault est tellement frappé par Antonin Artaud qu'il va écrire un ouvrage sur Antonin Artaud, beaucoup plus tard, dans lequel il raconte la vie d'Antonin Artaud. Et il raconte en particulier dans cet ouvrage l'émotion qu'il a ressentie pendant cette manifestation. Il se rappelle qu'il y assistait à ce moment-là aussi des lettristes qui étaient déjà avec Izou, Pomeran et Dufresne. Alors nous allons écouter un premier extrait de cet enregistrement radiophonique de 47, avec la voix d'Artaud uniquement. J'ai appris hier. Il faut croire que je me tarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit. L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportent entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire ou du sperme. Là, on peut vraiment dire que la voix devient véritablement musique. On l'écoute même quelquefois. C'est peut-être une déformation, mais on arrive à l'écouter sans forcément essayer de comprendre tout ce qui se dit. Ou peut-être dans un second temps, on s'accordera au sens. Mais c'est vrai qu'il y a une telle stupéfaction face à ce timbre de voix. C'est assez extraordinaire. Et dans d'autres séquences de cette émission, si on peut appeler ça une émission, c'est une création radiophonique. Donc dans d'autres séquences, on se rapproche encore plus de la musique, puisque là, il y a l'intégration très fruste d'ailleurs, mais de certains instruments de percussion. Et puis, il y a l'apport, en plus de la voix d'Artaud, des voix de Maria Cazares et de Roger Blin. Comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des 6 croix. Très en bas, comme un castré
de les immonde. Alors François Le Tailleur, nous allons rester dans cette période de la seconde partie des années 40. C'est le moment où naît le lettrisme. Alors le lettrisme naît, la première manifestation a lieu au début de janvier 1946. Izou, Pomeran, qui sont parmi les tout premiers, avec quelques autres, vont réaliser une revue qui est la revue La Dictature lettriste, dans laquelle ils vont indiquer que pour eux, la musique et la poésie constituent un même concept. À partir de ce moment, les lettristes qui sont là vont réciter un certain nombre de poèmes qui sont des poèmes écrits, et ces poèmes sont des poèmes formés uniquement de sons, de syllabes. On aura les poèmes de Pomeran, les poèmes d'Izou. Par la suite, et dès 1947, Izou, dans l'introduction à une nouvelle poésie, une nouvelle musique, va montrer qu'il y a un champ commun d'analyse entre la poésie et la musique, en particulier au plan de la structure, mais qu'on peut ensuite transférer à tous les autres arts, y compris le domaine visuel, qui fait que le lettrisme est soit une diminution d'une recherche de sons de plus en plus brefs, ou une recherche de particules sonores, une recherche de particules visuelles, soit une accumulation. Et c'est entre ces deux pôles que le lettrisme va se développer. François Le Tailleur, je voudrais simplement revenir un petit peu en arrière pour en finir avec le jugement de Dieu est ultérieur au mouvement lettriste. En quoi Artaud a marqué les lettristes? En quoi il y aurait eu un avant et un après? Antonin Artaud, donc dans la manifestation qu'il fait au Vieux-Colombier, a sûrement marqué par un lien très fort entre la voix et le corps. Et les lettristes, en particulier Brault, est tout à fait stupéfait de voir qu'il n'y a pas de différence entre l'expression corporelle d'Artaud et l'expression vocale d'Artaud. Et c'est ce qu'on va retrouver dans d'autres manifestations des lettristes, où la voix est une émanation, une prolongation du corps. Alors là, François Le Tailleur nous a apporté un des tout premiers enregistrements de lettristes de Pomeran. Alors c'est un enregistrement qui a été fait par Jacques Baratier pour son film Le désordre à 20 ans. C'est un enregistrement qui est fait au tabou, qui doit dater de 47 ou de 48, et qui est ce qui avait stupéfait la plupart des gens, Gréco, enfin tout le monde parle de l'expression corporelle et vocale de Pomeran au tabou. On l'aura compris, c'est un document historique, donc techniquement, bien sûr, il y a certaines limites. Mais... François Le Tailleur, pourquoi le mouvement lettriste s'est-il imposé au départ en affirmant une telle radicalité presque terroriste? Vous avez parlé de cette revue, la Dictature lettriste. C'est assez violent comme titre de revue. Alors, il y a sûrement beaucoup de raisons. Une raison, c'est la présence d'autres mouvements qui occultent la présence des lettristes. En particulier, il y a le retour des surréalistes. Donc les lettristes cherchent à faire leur place. Il y a l'existentialisme qui aussi se développe et avec lequel les rapports seront nuls. Izou, dans son film Traité de Bave, d'ailleurs, se moque de Sartre. Donc il y a une volonté de s'affirmer qui peut expliquer cette position terroriste, entre guillemets. Il y a un second élément, je crois, qui est important, c'est juste après la guerre. Donc il y a une réaction par rapport à cette guerre, cette Deuxième Guerre mondiale effroyable. Et on peut affirmer que les lettristes à ce moment-là, comme d'autres mouvements, comme Klein après, vont chercher une radicalisation dans toutes leurs expressions, cette radicalisation allant jusqu'à nier
les machines, voire les lettristes iront jusqu'à nier dans la musique tout son et arriver à ce qu'ils vont appeler l'aphonie, c'est-à-dire la disparition totale du son. Il n'y a plus que les gestes, il n'y a plus que l'expression de la bouche. Évidemment, c'est quelque chose qui, à la radio, est difficile à faire passer. Oui, mais par exemple, alors Izu lui-même fait des sortes de performances, je ne sais pas comment on pouvait les appeler à l'époque, mais donc c'est lui-même qui dit ses textes, mais il les donne quelquefois aussi à dire à des interprètes, si on peut dire. On a deux pôles qui vont faire s'opposer les lettristes, qui butent sur le problème de la notation. Izu, au début, écrit ses poèmes comme Pomeran. Ce sont des poèmes qui sont écrits. Il va rechercher des notations spécifiques puisqu'il n'utilise pas les notations musicales. À l'autre bout, on va trouver des lettristes comme Dufresne, à ses débuts, qui, lui, va chercher une expression directe. Et c'est Jean-Louis Brault qui va affirmer que l'importance de l'œuvre se fait par son expression et son enregistrement. Eux vont arriver à nier donc l'enregistrement. Dans le cas d'Izu, dans le cas de Pomeran, c'est interprétable par d'autres acteurs. Ce n'est plus le cas quand on parle des cris-rythmes de Dufresne ou des instrumentations verbales de Brault. Mais là, par exemple, ce que nous allons écouter de Izu a été réalisé donc par plusieurs voix. Alors, en plus, Izu utilise des chœurs, donc il y a là-dessus une interprétation. On est non pas dans le mode de l'expression qui est nouveau classique, mais on est par contre dans la notation, quelque chose qui était assez classique. Yan likidan bar likidin bin Yango son yar Yango son gin Yango son gin Hakon jal bal gal Hakon jal gal bal Hakon jal bal gal Yan Gish gish dalambaya Nyan gdin Galimbaldaya Bondo boko gal Ondo boko val Bondo boko val Yan Lian likidan ban Likidin bin Yangosen yar Yangosen gin Yangosen gin Là, dans ce cas, François Le Tailleur, ce n'est pas donc Izu qui organisait l'interprétation de cette pièce, c'est le maître. Il s'agit de le maître et de chœurs de personnes qui sont autour de le maître qui font une interprétation d'un poème écrit par Izu et que Izu a lui-même interprété. Alors, un des personnages fondamentaux de cette période, c'est quand même François Dufresne, puisqu'il a été un des tout premiers, sinon peut-être le premier, à utiliser le magnétophone, par exemple, pour enregistrer ses cris-rythmes. On a vu qu'il a travaillé avec Pierre-Henry, etc. Alors, François Dufresne dit, et beaucoup d'autres le confirment, comme par exemple Henri Chopin, qu'il a été le premier à utiliser le magnétophone en 1952. Là, il y a une interprétation directe, une expression directe de sa poésie. Sa poésie est créée en même temps qu'il l'enregistre. Et il va utiliser ce magnétophone pendant toute sa vie. Mais il aura une deuxième voix qu'on va voir dans l'englobant. Et donc, c'est ce qu'il a aussi éloigné des positions lettristes du même coup. Alors, c'est ce qui l'éloigne des positions d'Izu ou de Lemaître ou d'autres lettristes qui sont autour. Bon, Pomeran ayant disparu, ayant quitté le groupe en 1952. Les autres refusent l'utilisation de la machine et la manipulation avec la machine. Ils veulent qu'il y ait une expression directe, ce qui fait aussi que le lettrisme, un certain nombre de poèmes, ne comporte pas de traces. Dans le cas de Dufresne, au contraire, l'ensemble de cette poésie est enregistré et donc à partir des bandes, on peut continuer à entendre Dufresne. Alors François,
Donc Dufresne, c'est quelqu'un qui a finalement une activité très polyvalente parce que ce n'est pas seulement un poète sonore, c'est aussi quelqu'un qui a réalisé une œuvre plastique tout à fait étonnante à partir des affiches notamment, des dessous d'affiches. Et puis vocalement, il n'a pas seulement travaillé sur le cri, mais également sur un matériel qui pouvait être utilisé à partir des dictionnaires ou d'encyclopédies diverses. Oui, tout à fait. Il y a les deux pôles. D'un côté, il cherche la particule minimum au niveau du son, donc son écrit-rythme, une expression directe. Et de l'autre, il va utiliser les mots en les découpant, en prenant des syllabes, en les accumulant. C'est ce qu'il appelle l'englobant. Donc ça, c'est un autre pôle. Et ce pôle va aboutir à une œuvre qui est extrêmement connue, qui est le tombeau de Pierre Larousse, qui est fait à partir du dictionnaire Pierre Larousse. François Le Tailleur, c'est toujours la béotienne qui parle, mais je ne peux m'empêcher, en écoutant tous ces extraits que vous nous avez apportés, des extraits donc tout à fait historiques, de penser à certaines pratiques dans les cultures extra-européennes, les pratiques vocales. Il y a des similitudes tout à fait extraordinaires. Est-ce que tous ces gens-là ont connu, ont entendu, se sont intéressés à ces pratiques? Oui, il existe des traces certaines, puisque j'ai des lettres de Raymond Hins qui demande à Jacques Spacania de lui acheter des disques ethnographiques. Et Jacques Spacania me racontait que dans les réunions rue de Lambre, il y avait Raymond Hins, il y avait Yves Klein, il y avait François Dufresne, et qu'ils écoutaient ces musiques. Donc ils avaient une connaissance. Je ne peux pas dire, je ne crois pas, Izoum m'en a jamais parlé, que ce soit son cas. Je pense qu'il a tout à fait les capacités à le connaître. Mais il y a bien sûr une absorption, une expression qu'on retrouve depuis extrêmement longtemps sur des enregistrements ethniques. Alors là, nous allons écouter un extrait du tombeau de Pierre Larousse. C'est un document rare et d'autant plus intéressant que là, c'est en public et on sent d'ailleurs que le public est tout à fait complice de Dufresne. Extrait du tombeau de Pierre Larousse. Ouverture. Orbi et Turbi. José Iturbi. Valérie Larbeau. Valérie Larbi. Valoris, Boléro, Léris, Lorelay, Laurel, Oriol et Hardy. Clodo, Claudel, Herbivore, Balour, Technoplouc. Vitrier, Vitriol, Riole Elsa, Gloria, Eleison, Kyrie Swanson, Schwab, Swan Snob, Pentatectol, Pentetaltan, Kuklux, Klana, Scream, Soda Colt, Ike, Ursule, Récolte, Banque, Crime, Lurs, Lursa, Corée, Urs, Croix, Gamay, Soldat, Hold Up, Gang, Feu de joie, Budget, Raja, Ridgeway, Coyote, Hitchcock, Whisky, Scotch, Kiss, Mika, Mac, Macaque, Macartis, Barak, Vespa, Kayat, Scout, Western, Sternum, Cinérama, Gans, Bern, Barnum, Berg, Wolfgang, Girofle et Jules, Ferry, Beauté, Chaboté, Han, Baté, Podan, Lapilazuli, Pilate, Pirate, Pas, Lapidépidouze, Despotopoto, Usgo, Matom, Mildiou, Mixomato, Tanaoser, Euthanasie, Nazi, Napal, Australasie, Lazzi, Palm Beach, Olida, Palm, Hollywood, Litvaka, Ida, Varadolida, Idalida, Avida, Dollar, Alida, Vali, Suzy, Solidor, Salvador, Dalivodor. Torres, Plus-Value, Vol. Thérèse, Davila, Vol à voile. Connor, Nord. Olibedalio, Lidobedalon. François Le Tailleur, je crois que ce que nous sommes en train d'écouter est le résultat d'un travail très élaboré, très sophistiqué et donc très construit au préalable. Malgré tout, il semblerait qu'il y a quand même une part d'improvisation. Alors, est-ce que, effectivement, de prestation en prestation, il y a des modulations, des différences? Est-ce que la personnalité même de son auteur s'autorise à des digressions ou en tout cas à des modifications à l'intérieur de ce propre édifice? Alors, le tombeau de Pierre Larousse a été écrit en 5 ans. Donc, il est tout à fait réfléchi, construit. Il a été écrit de 53 à 58. Mais l'interprétation, elle dépend de ce qu'était François Dufresne au moment où il l'interprétait, de la salle. Et cette interprétation varie et il est probable qu'il a dû l'enrichir. Je ne suis pas sûr qu'en l'ayant entendu, j'ai réentendu la même version en 53 que j'ai entendu beaucoup plus tard.
Donc il y a une part d'interprétation. Cette part d'interprétation, elle est bien sûr beaucoup plus considérable. Elle est totale dans un certain nombre d'œuvres qu'ont fait tous les lettristes, où l'improvisation est réellement l'essentiel de leur travail. Alors là, nous allons écouter un autre extrait donc d'un poète lettriste. Il s'agit de Jean-Louis Blot, Instrumentation verbale. Est-ce que là, quelle est en fait la différence que vous pourriez trouver entre la personnalité justement de quelqu'un comme Wollmann ou par rapport à Brault, par exemple? Alors, à l'intérieur du lettrisme, il y a eu des scissions qui sont des scissions pour différentes raisons, et qui sont aussi des scissions théoriques. Chez François Dufresne, qu'on a entendu avant, c'est l'utilisation du langage, l'utilisation du cri du magnétophone. Chez Jean-Louis Brault, lui, il n'utilise pas le magnétophone, il va directement improviser ses œuvres au micro. Dans le cas de l'instrumentation verbale, il va rechercher à mettre en évidence l'absence de lien entre l'instrument et la voix. La voix est devenue un instrument. Alors la différence, on va retrouver avec Wollmann, qu'on entendra après, c'est que Wollmann, lui, va chercher les particules encore plus réduites que ne le cherchait Dufresne, par exemple en découpant les voyelles. Cantate pour protester contre l'interdiction de Mandrake. Mandrake nardalotar tar C'est bon. Alors là, ce que l'on vient d'entendre, la protestation contre l'interdiction de Mandrake, relie en fait le lettrisme à la politique. C'est en fait la cloison entre l'œuvre et la politique qui disparaît, puisque cette œuvre a été interprétée à l'occasion d'une interdiction de diffusion en France de la bande dessinée Mandrake. L'œuvre suivante, qui est une œuvre de Wollmann, est, elle, j'ai fait une erreur tout à l'heure, non pas le découpage des voyelles, mais le découpage des consonnes. C'est-à-dire, dans le B, on retire par exemple le « et ». Alors nous allons venir maintenant aux compositeurs proprement dit, bien que, après tout, ces artistes que vous avez cités sont aussi, pour leur part, quelque part des musiciens. Mais enfin, ils refusaient sans doute d'être rangés dans cette catégorie. Là, nous allons évoquer brièvement, mais un des compositeurs qui a été le plus entre toutes ces catégories artistiques si longtemps scindées les unes par rapport aux autres, c'est John Cage. Parce que John Cage, bien sûr, on connaît son œuvre musicale, mais c'est quelqu'un qui est très très proche d'une certaine forme de poésie sonore. Il a d'ailleurs inventé une sorte de concept poétique qui est le mésostique, c'est-à-dire qui consiste en fait à prendre dans un texte une sorte de colonne verticale de lettres et inscrire par rapport à cette colonne toutes sortes de phonèmes ou de mots. Et donc il a fait des œuvres qui sont tantôt des œuvres liées à la voix
dans un sens le plus vaste possible, mais parfois qui sont destinées à être dites. Il existe d'ailleurs des enregistrements par Bloom des Mesostics pour Merce Cunningham, par exemple, que Cage a réalisé, et qui sont des partitions pour une voix, cette fois purement, absolument non chantée. Là, nous allons par exemple entendre Cage lui-même dans un extrait de Roratorio, qui est The Irish Circus on Finnegan's Wake. Donc on retrouve ce lien avec Joyce qu'on a évoqué plusieurs fois au cours de cette semaine. Donc là, il s'agit d'un énorme cirque sonore à partir de tous les lieux mentionnés par Joyce dans Finnegan's Wake, et puis une lecture presque continue de Cage à partir d'une espèce de filtrage qu'il avait fait à travers Finnegan's Wake. Is that enough time? What you got to follow? Or walk This is the grandma. This is the Alps of the shock between the ponies. This is their Lego. Jean-Yves Bosseur, est-ce qu'on peut dire, sans trop surinterpréter, que vous appartenez à cette génération de compositeurs qui a beaucoup écouté les artistes lettristes, qui les a beaucoup écoutés et qui a été influencé également par eux? Oui, c'est sûr. Mais moi, ce que j'ai toujours regretté, c'est que les canaux de diffusion soient complètement séparés. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine période, parce que maintenant, les choses ont un peu changé. Par exemple, au Festival de Bourges de musique électroacoustique, les poètes sonores sont invités. Des gens, par exemple, comme Heidsieck ou Chopin, ils vont présenter leurs œuvres. Donc ça, c'est quelque chose qui change, et heureusement. Parce que très longtemps, il y a eu cette sorte de méfiance. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fallait surtout pas considérer que les deux domaines avaient des points communs. Les électroacousticiens, par exemple, jugeaient le travail d'artistes comme Chopin ou comme Heidsieck beaucoup trop sommaire pour eux. Or, je crois que le problème n'était pas là et qu'on n'a pas les mêmes critères de jugement selon les œuvres. Et donc, aujourd'hui, je pense que quand même, dans les jeunes générations, il y a des possibilités de passage, même si, encore une fois, chaque domaine doit être respecté dans son individualité. Comment avez-vous opéré le trait d'union, vous, à l'intérieur de votre travail? Moi, je n'ai pas essayé consciemment de créer forcément un trait d'union, mais disons que, par exemple, comme j'ai travaillé avec la voix, nécessairement, dans certains cas, c'était une voix chantée, donc là, il n'y avait pas de rapport direct avec ce que l'on pourrait considérer comme la poésie sonore, mais dans d'autres cas, je pense à An Olivia's Awake, à partir là aussi de Finnegan's Wake de Joyce. En 75. Oui, en 75. Là, il s'agissait de travailler avec un groupe vocal de personnes qui n'étaient absolument pas des chanteurs professionnels, qui n'étaient pas des acteurs non plus, mais qui souhaitaient travailler cette matière sonore joycienne à travers laquelle j'ai opéré toutes sortes de transformations. Donc à ce moment-là, bien sûr, d'une certaine manière, je ne suis pas très loin de la poésie sonore, même si mon travail est différent dans la mesure où ce n'est pas moi-même qui prononce les choses, mais où je travaille comme un musicien habituel, c'est-à-dire avec des partitions que je soumets à l'imagination des interprètes. At our door, were tro yar lifting your elbow. Tell us. glazy cheeks. Wallop it. Liffey. Liffey in the Barley Fields.
Barley fields. The loose lobes. Have her loud sneers. The loose lobes Have her loud sneers. lined her. All alone. Well, lined her. Lang. Lined her. Lang. Lined her. Lined her. Reeling. And really. Reeling. And really. Letty lurks. Letty lurks. Laughing light. Letty lurks. Laughing light. Asleep. Asleep. In a sloot. Asleep. In a sloot. Twills. Twills. And twins. Longing low. The loose lobes of her loose lobes of her Longing low. lobes of her Longing low. And longing, longing. All alone. lobes of her All alone. barley fields. All alone. And holding. Jean-Yves Bosseur, ces chapelles d'école dont vous parliez tout à l'heure, ces chapelles d'école rendant les collaborations difficiles, voire impossibles, entre artistes lettristes et compositeurs, par qui ont-elles été provoquées? Parce que je crois malgré tout que les lettristes n'étaient pas très tendres à l'endroit des compositeurs, n'étaient déjà pas très tendres entre eux, mais particulièrement à l'endroit des compositeurs. Oui, mais je ne crois pas qu'on ne va pas se renvoyer les responsabilités les uns aux autres. Je crois qu'il y a eu un moment où, c'est vrai, chacun cherchait à faire respecter son petit domaine. Je crois que cette fermeture était réciproque. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire c'est de la faute des compositeurs ou c'est de la faute des poètes sonores, etc. Je crois que c'est simplement, il a fallu à un moment donné que les barrières éclatent. Elles ont éclaté. Peut-être aussi ont-elles éclaté en fonction de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je pense par exemple qu'aux États-Unis, tout à l'heure j'ai parlé de Cage, et une personnalité comme Cage a permis de montrer que les passages pouvaient s'opérer sans nécessairement de heurts entre les arts par rapport aux autres, aussi bien les arts plastiques par rapport à la musique, la poésie par rapport à la musique. Et par exemple, on voit bien ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment à partir des années 60, tous les conjonctions qui se sont opérées entre des poètes comme William Burroughs, John Giorno et certains musiciens. Par exemple, lorsqu'on écoute les premières pièces électroacoustiques avec l'inclusion de phénomènes vocaux de Steve Reich, je pense à It's Gonna Rain par exemple, eh bien on est très très proche d'une certaine forme de poésie sonore. Par exemple, l'idée de travailler sur des boucles, sur des transformations, etc. C'est quelque chose qui va exister aussi bien dans cette forme de musique qu'on appelle la musique répétitive que dans les productions des poètes sonores comme Giorno par exemple. Voilà donc par exemple It's Gonna Rain de Steve Reich. Begin to warn the people. He said, after a while, it's going to rain after a while. For 40 days and for 40 nights. And the people, they believe him. And they begin to laugh at him. And they begin to mock him. And they begin to say, it ain't going to rain. It's gonna rain, 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 it's gonna
En la- Alors, il y a évidemment des nuances entre, par exemple, une pièce comme celle de Steve Reich qu'on en entend, où il y a une espèce de dissection à partir d'un élément très très simple, qui est cette phrase qu'il a captée, et puis le travail de poètes sonores comme Giorno Burroughs, qui travaille beaucoup plus sur le texte. Mais on peut dire que les procédés sonores sont relativement voisins. Alors, ce qui est important aussi de signaler, c'est que non seulement ces gens-là étaient entre catégories artistiques, c'est-à-dire comme Brian Geizing, qui était aussi un plasticien et un poète sonore, mais ils passaient volontiers d'un style même musical à un autre, ou bien d'une collaboration musicale avec une autre type de collaboration poétique. Je pense par exemple à Geizing, qui a travaillé avec des groupes rock, ou à Giorno également, c'est-à-dire que c'était des poètes qui recherchaient des échos dans des mondes qui n'étaient pas forcément aussi circonscrits que ceux que nous connaissons, par exemple en Europe, où vous avez le courant de la musique contemporaine qui reste un petit peu protégé, et puis à côté, vous avez la musique commerciale. Les passages étaient beaucoup plus fluides aux États-Unis, et par exemple, on le sait à travers la personnalité de quelqu'un comme Laurie Anderson, qui a fait des tubes que tout le monde connaît, à côté d'une production beaucoup plus expérimentale, beaucoup plus non commerciale, où elle peut elle-même donc correspondre plutôt aux productions de la poésie sonore. Mais là, je vous proposerai d'écouter la voix de John Giorno, notamment sa manière de réagir à sa propre voix en direct et de jouer sur toutes sortes d'effets de tuilage qui ne sont donc pas sans rappeler les procédés des répétitifs. You give some more, keep giving again and give until it hurts, so it don't hurt bad. And you forget it hurts and give until it really hurts and give until it really hurts. Then I'm not going to give one more goddamn thing in any lifetime. You get nothing, you get nothing, you get nothing. I'm waiting for tomorrow, so I go to work. I'm waiting for tomorrow, so I got an appointment at 11, and I like working more than being with anyone. And I'm laying on the bed sheet, waiting for enough time to pass for me to go to sleep for 5 minutes, because I gotta get up early. I gotta get up early. Thinking it over again, thinking about it. I'm running a film clip of what I was saying this morning on the telephone. I don't want to do it anymore. I don't want to do it anymore. I don't want to do any more fundraising. And as a matter of fact, I refuse to raise 10 cents for anyone. I don't believe the lie anymore. She had to back off because she was singed. If I'm going to hustle, I want to hustle for myself. And in answer to your question, you should think of me as being dead. You know, after a few months, it's hard to remember somebody. And after years, it's trying to remember a party I went to last year. And I thought you'd learn to love me, but I guess you never will. And I thought I'd learn to love you because you feel so good. But it was pizza, quiche, or beef Wellington takeout. You miss giving me what I want. You miss giving me what I want. I don't care for my life or anyone else's. I'm an old man, and in 5 or 6 years I'll be falling apart. So I want $100 pledges, and I want them as fast as they can come. Poetry, politics, pragmatism, and friends. I never thought it would end up just turning a buck. And all I want is publicity, because at least it gives me a false feeling of being loved and sells books. Jean-Yves Bossert, dans la production du compositeur Tien Dao, il y a une œuvre qui occupe une place un peu particulière, puisque c'est le compositeur lui-même qui met en scène sa propre vocalité. Et d'une certaine façon, il transgresse un petit peu la relation à l'héritage musical qu'il défend par ailleurs. Oui, c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut voir en fait que, aussi bien dans les principes de la poésie sonore que de la musique, il peut y avoir des renversements. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple Schwitters écrire une partition qui en fait va être réalisée comme n'importe quelle partition par des interprètes. Et donc là, il transgresse le principe que je vous avais dit, c'est-à-dire la poésie sonore doit être faite essentiellement par les poètes sonores qui la conçoivent eux-mêmes. Donc là, il transgresse. Et dans l'autre sens, c'est vrai par exemple que Dao fait une pièce qui est intimement liée à sa propre personnalité vocale, à sa langue,
et que l'on imagine très difficilement, sinon impossible, d'une façon impossible, à être réalisé par quelqu'un d'autre. Donc lui, il est vraiment, peut-être sans le savoir, je ne sais pas si Dao a eu des contacts avec ce courant, mais lui est vraiment dans cette œuvre qui s'appelle Jiao Dong, c'est vraiment un prototype de poésie sonore. Alors peut-être que les poètes sonores vont lui reprocher d'aller trop dans le sens de la musique, peut-être vers un certain type de chant, peut-être en rapport aux pratiques traditionnelles de son pays, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très très proche de ce courant que l'on a essayé de décrire. Quoi? Ai mang công chúa trong hang mà về. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, sông núi Việt hào kiệt, tiếng đàn xưa đứt. Vocalité et expressivité par Daniel Cohen-Lévinas et Jean-Yves Bosseur. Réalisation Jean-Yves Bizet. Mixage Claude Courteau. Khóc cùng tô như quỷ. Căm hờn làm sơn làm sơn